si vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous pourriez faire et quelles sont les premières étapes et comment Enercop peut vous aider. Donc, première partie, quelques bases sur l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est l'art, tout simplement, de produire et de consommer sa propre électricité, du moins en partie. Alors, pourquoi en partie? Parce que aujourd'hui, nous ne nous adressons pas à des refuges de haute montagne. Les refuges de haute montagne sont le bon exemple en fait de sites 100% autonomes qui produisent leur propre électricité et la consomment en totalité, mais ce sont des cas plutôt rares. La plupart des personnes sont déjà raccordées au réseau électrique aujourd'hui et ils passent à côté de chez elles. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'autoconsommation qu'on pourrait dire partielle, c'est-à-dire que les maisons produisent leur propre énergie, mais restent raccordées au réseau. Donc la maison n'est pas autosuffisante à 100% tous les jours, toutes les nuits, toute l'année. Ça se voit bien sur ce schéma-là. Vous avez ici l'installation photovoltaïque avec la grosse flèche orange. Mais vous avez également une arrivée électrique du réseau public qui passe par votre compteur de consommation. Et les deux, en fait, vont alimenter, en général, un tableau électrique, hein, le tableau électrique principal de votre maison, qui, du coup, va devenir hybride. Elle va avoir deux sources d'électricité, une source locale, l'installation photovoltaïque, et puis une source externe pour venir compléter les consommations qui ne viendraient pas, en fait, de la production photovoltaïque. Typiquement, la nuit. La nuit, il n'y a pas de production solaire, donc la totalité de ce que vous consommez vient du réseau. L'ensemble de cette production, qu'elle soit locale ou venant de l'extérieur, elle va alimenter la totalité des consommations qu'il y a en aval de votre compteur, quel que soit le point où est branchée en fait l'installation. Ça, c'est très important de le comprendre, puisque j'ai vu des personnes qui, par exemple, voulaient faire une installation sur leur abri de piscine, en imaginant que la production solaire allait couvrir en fait, la consommation uniquement de la pompe de piscine. En fait, ça ne marche pas comme ça. Le solaire bénéficie à la totalité des consommations de la maison. C'est important de bien le savoir dans les projections, les dimensionnements que vous ferez à l'avenir. Voilà, la particularité également, c'est que le solaire photovoltaïque, en fait, est consommé en priorité. Il est consommé en priorité par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Alors, ce n'est pas un système de pilotage qui le décide. Il s'agit d'un phénomène physique qui est plutôt pratique, du coup. Les électrons sont des fainéants, ils n'aiment pas voyager. Donc, ils sont consommés au plus près de là où ils sont produits. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moindre watt produit par les panneaux, ils seront consommés en priorité et le complément sera pris sur le réseau public. Donc, voilà comment ça fonctionne. En France, il y a globalement un très bon potentiel. Nous n'avons mis que la carte de la France, on aurait pu mettre la carte de l'Europe. Pour ceux qui ont voyagé en Allemagne ou en Angleterre, certains se sont peut-être dit il y a quand même pas mal d'installations photovoltaïques en Allemagne et en Angleterre, presque plus qu'en France. Et ben, ça montre que il y a des pays en fait qui sont globalement plus au nord, pour qui c'est pertinent en fait de mettre en place des installations photovoltaïques. Donc en France, raison de plus, encore plus, je dirais. Alors bien sûr, il y a des variations hein, de production. On le voit ici avec les changements de couleur. Le sud, et en particulier le sud-est, est plus ensoleillé que le nord. C'est pas une surprise. Et ce que vous voyez, les chiffres que vous voyez, en fait, c'est une production par rapport à une surface de panneau. On appelle ça des kilowattheures par kilowatt crête. C'est un petit peu technique comme terme, mais globalement, c'est une forme de rendement surfacique. C'est-à-dire que pour une même surface, dans le sud de la France, vous allez produire entre 1200 et 1400, alors que dans le nord-est, vous allez produire entre 800 et 1000. Ce qui est intéressant, comme on a ce soir des personnes qui sont partout en France, c'est de voir que ça ne suit pas une pure règle, vous voyez, nord-est.
nord-sud, pardon, on voit que la Bretagne, finalement, est plutôt bien dotée, ou en tout cas de manière équivalente à la région lyonnaise. Donc, cette carte, elle est intéressante pour ça. Petit exemple, à Lyon, 1 kW crête fait à peu près 5 mètres carrés. Et 1 kW crête en région lyonnaise fait à peu près 1110 kWh par an. Donc le kilowattheure, c'est le litre d'électricité, hein. C'est la quantité en fait d'électricité qui va être produite sur un an complet. C'est dans la région de Lyon, pour une inclinaison de 20 à 30 degrés sud. Donc ce sont des cas qui sont plutôt optimum. Si vous avez, je ne sais pas, un masque, par exemple, un arbre qui fait de l'ombre sur vos panneaux, ce sera moins. Si vous êtes incliné à plat, ce sera moins. Donc, prenez ça comme un ordre d'idée. C'est une étude, l'étude que pourra faire un installateur pourra vous donner une évaluation plus précise. Un générateur photovoltaïque de 3 kW crête, 3 fois 1110, enfin 1100, va donc produire environ 3300 kWh par an d'électricité. Donc, lorsque vous faites une simulation pour chez vous, vous allez avoir une taille d'installation, mettons 3 kW crête. Pour savoir combien elle va produire, il faut regarder ce qu'on appelle le gisement. À Lyon, 3 fois 1100 égale 3300. Voilà. Je passe à la partie d'après parce que celle-là, elle est très, très importante. S'il y a bien un schéma en fait à retenir, c'est celui que vous voyez ici. Vous avez deux informations sur ce schéma. Vous avez d'une part en fait une production solaire. La production solaire, c'est la courbe là, du matin au soir. Hop, la courbe du matin au soir. Donc là, c'est temporel. Si vous suivez ma souris, il fait nuit, le soleil se lève, la production est de plus en plus forte, le soleil monte, on arrive à midi, sur la période de midi, où la production est au maximum, le soleil est à son zénith, puis le soleil redescend vers l'ouest, la production descend et finit à zéro la nuit. Ça, c'est une courbe parfaite de solaire qu'on retrouve souvent quand il fait très beau. Quand il n'y a pas de nuages, c'est aussi lisse que ça. En parallèle, nous avons mis sur ce graphique une simulation de consommation. Donc, ce qu'on a mis, ce sont les besoins, c'est-à-dire les consommations d'un même site, donc d'une même maison. Là, vous voyez qu'il y a un petit pic du matin. On va dire que vous vous levez le matin et puis vous vous activez. Et puis, il y a de l'activité dans la journée et puis un autre pic le soir. Donc, vous voyez que le bleu, en fait, n'épouse pas parfaitement la courbe solaire. Et c'est un élément qui est fondamental en fait dans le photovoltaïque en autoconsommation, c'est que ça marche en direct. C'est-à-dire que le soleil va produire de l'électricité par l'intermédiaire des panneaux, et en temps réel, soit vous avez les consommations en direct qui sont là, et donc l'énergie va être directement consommée. Si vous avez exactement la même puissance consommée dans la maison que la production, vous serez à 100% autonome en temps réel. Il est possible que vous ayez moins de consommation à ce moment-là. C'est ce qu'on voit par exemple là en milieu de journée. Donc, on a plus de production que de consommation. Donc, nous sommes dans une situation de surplus. L'énergie en trop va être renvoyée sur les réseaux publics. Et puis, à l'inverse, le soir, par exemple, si on prend par exemple la pointe de 19 heures, quand les gens rentrent chez eux, vous allez souvent avoir plus de consommation que de production. Donc, ce qui veut pas dire que ce qui veut dire que tout ce qui viendra du soleil, en fait, vous le consommerez entièrement, mais vous viendrez chercher le complément sur le réseau. Donc, c'est important de comprendre ça parce que ça inclut une notion qu'on appelle le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire sur 100% d'énergie produite, combien vous allez réellement consommer et combien va être rejeté sur le réseau. Voilà. À noter que la courbe bleue est une courbe sur laquelle vous allez pouvoir peut-être agir à un moment, soit en déclenchant des usages à certains moments, par exemple le lave-linge, le lave-vaisselle, le programmer en milieu de journée. Pourquoi pas le chauffe-eau? Il existe des systèmes de pilotage. Pour ceux qui ont une voiture électrique éventuellement, ça tombe sous le sens, mais si elle est garée chez vous, autant la charger en journée. Nous avons essayé de définir 3 étages de l'autoconsommation, 3 niveaux d'engagement, pour ainsi dire. Le niveau le plus faible étant tout en bas, le 1, que nous avons appelé talon, et le niveau le plus élevé, c'est le 3, que nous avons appelé pilotage.
Alors, le talon, c'est si vous souhaitez installer quelques panneaux, je dirais pour tester l'autoconsommation photovoltaïque. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre peu de panneaux. On a proposé entre 1 et 3. Ça vous fait une installation un peu moins d'1 kilowatt crête. Et là, vous allez, je crois que c'est Valentine, elle en parlera peut-être tout à l'heure, vous allez couvrir le bruit de fond, c'est-à-dire en fait, vous avez toujours un petit peu de consommation chez vous, et avec ces quelques panneaux, vous allez couvrir en milieu de journée, en fait, ce minimum. Donc, ça veut dire que la quasi-totalité de l'électricité produite va être consommée, mais en revanche, la part solaire, c'est-à-dire la part d'électricité locale par rapport à votre mix global électrique, va être assez faible, mais c'est un bon moyen de mettre le pied dans l'autoconsommation. Vous avez, on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez acheter un kit que vous mettez en place dans votre jardin. Vous pouvez faire l'installation vous-même. Bon, vous passez par un professionnel, mais aujourd'hui, on est maintenant à une époque où on peut faire des petites installations qui ne coûtent pas très cher et qui permettent de couvrir un petit peu. Le niveau du dessus, nous l'avons appelé le niveau surplus. Donc, c'est le cas le plus répandu en France aujourd'hui, le niveau 2. C'est que vous allez mettre une installation un peu plus grande. Donc là, nous avons proposé 3 kW crête. Et ce qui va se passer, c'est que l'installation étant plus grande, elle va produire plus, donc couvrir une plus grande partie de votre autoconsommation. Mais on va avoir ce phénomène de milieu de journée où si vous n'avez pas de consommation en face de la production, eh ben, vous allez avoir du surplus, donc de l'électricité en trop, qui va être envoyée sur le réseau et qui va donc, si vous passez par un installateur, être revendu à EDF ou d'autres usages dont on pourra parler tout à l'heure. Et puis le niveau maximum, je dirais, sans parler même d'autonomie complète comme les refuges, c'est le niveau pilotage. Donc ça, c'est pour les personnes en fait qui veulent vraiment aller encore plus loin. Donc c'est une plus grande installation encore. C'est toujours une grande installation relativement à vos consommations, hein. Donc ce schéma, il est à relativiser par rapport à vos consommations. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre en place des outils de pilotage, donc comme un petit ordinateur qui prend des décisions dans la maison et qui va décider, par exemple, d'allumer le chauffe-eau uniquement quand il y a du soleil en journée, et ce qui va vous permettre en fait de moduler en fait vos consommations pour s'adapter au solaire, voilà, tout simplement. Ça marche aussi pour une voiture électrique. Il existe des systèmes maintenant qui permettent de piloter la recharge de la voiture électrique en fonction de certaines heures, voire même de la présence ou non de soleil. Donc, aujourd'hui, je dirais, ouais, comme je vous l'ai dit, la plupart des gens choisissent le niveau 2. Cette taille d'installation est purement indicative, hein. Elle est vraiment liée à la taille en fait, de votre habitation. Et de plus en plus de personnes, on en voit de plus en plus, qui souhaitent tout de suite mettre une grosse installation en anticipant une augmentation de leur consommation et du pilotage. Voilà pour la partie théorique. J'espère que ça a été, clair. Petit passage maintenant vers un retour d'expérience. Donc là, on va parler très concret. Et très concret, ben, comme je vous l'ai dit, parce que je vais vous montrer quelques courbes ou quelques retours d'expérience personnels ayant, en plus d'avoir travaillé dans l'autoconsommation pendant plusieurs années en tant que métier. Il se trouve que j'ai une installation en autoconsommation depuis presque un an où tout est suivi. Donc, c'est pas mal de montrer du vrai au-delà des courbes théoriques. Alors, ça, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est le samedi 5 novembre à Aix-en-Provence, qui est à côté d'Aix-en-Provence, à Simiane plus précisément. Qui est là où j'habite. Donc, ce samedi 15 novembre, vous voyez que le vert, c'est la production solaire. Le soleil s'est levé, pas de nuages. Et ensuite, le soleil est descendu, fin de journée, 18 heures, il fait nuit. Les petites interruptions que vous voyez là, les petites hachures, ça montre qu'en fait, tout simplement, il y a eu quelques nuages qui font que la courbe n'est pas parfaite. Et vous posez peut-être la question, mais pourquoi ça descend plus vite que ça ne grimpe? Ben, puisque la première chose, c'est que nous avons
une installation orientée sud-sud-ouest. Et l'autre point, c'est que nous avons une rangée d'arbres à l'ouest, ce qui fait que dès que le soleil passe derrière la rangée d'arbres, en fait, le soleil la production baisse très vite. Un point important pour vous donner des éléments de comparaison avant de parler de la courbe grise, qui est la courbe de consommation. Il s'agit d'une maison qui fait 120 mètres carrés, qui est au tout électrique, donc pas de gaz, pas de cuve à fioul pour le chauffage, comme on en voit dans quelques maisons du sud de la France. Un véhicule électrique, c'est très important de le savoir. L'installation elle-même fait 6 kW crête. Il s'agit d'une journée ensoleillée. Et puis ça correspond à l'étage 3 aussi de la fusée que je vous ai montré tout à l'heure, puisque il y a du pilotage sur cette installation. Vous vous en doutez quand vous voyez que globalement, il y a de belles consommations par rapport à la production. Ça, c'est vraiment un exemple optimal, hein, c'est-à-dire que les consommations sont plutôt bien ajustées par rapport à la production du jour. Vous avez une petite animation là, vous voyez, qui est ce qui se passe en temps réel vers un petit peu avant 9 h du matin. Ça correspond en fait au vert qu'on voit là. Les panneaux produisent 682 watts. Il y a très peu de consommation dans la maison, 189. Donc en fait, 493 watts, donc la différence entre les deux, sont rejetés sur le réseau. Bonne nouvelle, la maison est autonome à 100%, puisque toute l'énergie consommée vient du toit. Mauvaise nouvelle, quelque part, le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire en fait la part de surplus est assez importante. Deuxième exemple, ce petit pic là que vous voyez ici, on est un peu plus loin dans la journée, hein, on approche les midis, il doit être 11 h à peu près. L'installation produit 2830 watts. On approche de l'hiver, donc on n'est pas aux capacités maximum de l'installation. Les journées sont plus courtes, le soleil monte moins haut. Et puis, la maison consomme 3863 watts. J'imagine que la voiture électrique consommait à ce moment-là et qu'il y avait le chauffe-eau également qui s'était déclenché. Et bien, dans ce cas-là, comme il n'y a pas assez d'énergie, nous allons consommer 1033 watts sur le réseau. Voilà, c'est en deux schémas, vous comprenez ce que c'est que l'autoconsommation, situation de surplus, situation de complément qui vient du réseau. Juste avant de parler de ça, je regarde le timing, on est bon. Ce surplus qu'on voit ici, qu'est-ce qu'il devient? Alors, si vous avez fait votre installation par un installateur professionnel, il va vous permettre de signer un contrat avec EDF obligation d'achat, qui va racheter votre surplus. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pratique parce que, en gros, ce n'est pas de l'énergie perdue, c'est l'énergie qui va être revendue à EDF. Ça, c'est ce qui est le plus connu. Attention, c'est quelque chose qui n'est pas possible si vous faites votre installation vous-même. Une expérience que nous avons mis en place avec des voisins, donc qui est, elle, pour le coup, très originale, hein. Donc, ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui existe très peu en France. Nous avons monté une opération en fait de partage de ce surplus avec les voisins. Donc, même principe hein, que ce que vous avez vu, de l'autoconsommation individuelle, tout ce qui est produit et consommé en priorité par la maison. Le surplus lui-même, en fait, plutôt qu'être vendu à EDF, il est partagé avec les voisins. Donc, il se trouve qu'il y a 5 participants. D'ailleurs, les pictos sont les bons. Il y a 4 maisons et un appartement. Et cette énergie, en fait, est envoyée aux voisins. Alors, envoyée indirectement, puisque ça passe par le réseau public. Nous avons monté pour ça une association que nous avons appelée une AMEP, comme une AMAP de l'électricité. Cette électricité, en fait, elle est répartie selon une règle de répartition qui est définie par la MEP avec Enedis. Joli retour d'expérience, hein, c'est en service depuis le 1er juillet. Sur les 3 mois des juillet, août, septembre, 1/5 des consommations de tous les voisins ont été couverts par la seule surproduction. Donc, 5 divisé par 5, c'est quasiment l'équivalent en fait d'un deuxième foyer. Voilà. Un autre point particulier, c'est qu'on a fait ça dans un esprit solidaire, c'est-à-dire que l'électricité, elle est
donnez aux voisins si vous êtes intéressé. J'ai mis un email de contact puisque nous allons organiser un webinaire sur le sujet. Et si je me lançais pour définir mon projet, c'est la dernière partie du webinaire avant de passer aux questions. Alors, quel est le cadre réglementaire? Qui peut vendre de l'électricité voltaïque? Alors, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. En fait, à peu près tout le monde peut vendre de l'électricité photovoltaïque. C'est toute personne physique ou morale qui peut devenir producteur et vendre tout ou partie de sa production. Qui l'achète? J'en ai parlé à l'instant. EDF, obligation d'achat à un tarif fixé, à un tarif qui dépend de la puissance installée et des conditions de raccordement. Alors là, en l'occurrence, on ne parle pas du tout de vente totale pendant ce webinaire. Dans le cadre de la vente de surplus, de mémoire, une installation de plus de 3 kilowatts et de moins de 9, je crois, c'est 10 centimes d'euros du kilowattheure. Voilà. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Les conditions, mais il y a des conditions d'implantation des panneaux sur le bâtiment et il faut que l'installation soit effectuée par un installateur qualifié RGE, reconnu garant de l'environnement. La rentabilité, c'est un grand sujet. C'est difficile de vous faire un retour sans études personnalisées. Le premier conseil que nous pouvons vous donner, c'est si vous voulez faire ça par un installateur, lorsqu'il fait son offre, demandez-lui de faire une simulation économique. Donc, une simulation économique, c'est voilà, monsieur, madame, l'installation va vous coûter tant, l'année de l'installation, et puis elle va produire tant, euh, et sur les temps qui vont être produit, on a consommé une partie revendue EDF. Ça va vous générer une économie en fait sur votre facture de tant de centaines ou de milliers d'euros par an. Et en fait, vous calculez en combien de temps votre installation départ, elle est rentabilisée. Donc, il faut simplement vous dire qu'il faut avoir une vision à long terme, entre 8 et 20 ans. Donc, vous regardez loin. L'avantage d'EDF obligation d'achat, c'est que le contrat il est conclu sur 20 ans. Donc, sur la partie surplus, vous avez de la visibilité. Mais comme je vous l'ai dit, c'est difficile de vous faire une projection, on va dire, modèle. En revanche, soyez bien vigilants sur les hypothèses que prend votre installateur en termes de production, en termes de taux de consommation et en termes de prix de l'électricité. Je vais passer là-dessus parce que je vois le temps qui passe. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure dans le cadre des questions-réponses sur les différentes étapes en fait, pour se lancer dans ce type de projet. Et je passe la parole à Valentine. Alors, je remets ma vidéo. Effectivement, donc Enercop vous accompagne de différentes manières puisqu'en fait, ça dépend de vos coopératives. Selon la région ou le département dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez aller voir sur Internet offre autoconsommation Enercop et vous allez avoir pour chacune des coopératives les différentes possibilités que vous avez. Donc, comme vous voyez là sur cette diapo, on a quelques partenariats, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Pays de la Loire avec SolarCop, qui est une coopérative également. En PACA, le partenariat il est avec Yes Wissen et à Enercop National, il y a un partenariat également avec Autovo, qui est anciennement Inson We Trust. Voilà, et puis ensuite sur d'autres coopératives comme les Hauts-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, là on vous propose directement un accompagnement et une mise en relation avec des installateurs sérieux. Voilà, ensuite vous trouvez également, donc là je vous ai remis dans le diapo le lien vers les offres d'autoconsommation d'Enercop, d'accompagnement. Et puis en dessous, vous avez un lien également sur France Rénov, qui est le site du gouvernement où vous pouvez retrouver toutes les aides et éventuellement les contacts des espaces info énergie de vos départements. Voilà, qui peuvent vraiment vous renseigner sur les possibilités et les installateurs sérieux que vous pouvez trouver autour de chez vous. Voilà, donc moi je peux éventuellement dire rapidement, il me reste 2 minutes, 2 mots sur SolarCop puisque je suis en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est simplement mon expérience en tant que commercial en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on a un partenariat avec SolarCop et typiquement, si vous souhaitez vous renseigner quand vous habitez dans la région, vous nous appelez et puis nous, on prend le temps avec vous de
de discuter de votre projet, de votre budget, vos consommations et de l'exposition de votre maison et voilà, de vos besoins. Et puis en fonction de ça, on vous oriente soit sur l'achat de kits à monter vous-même au sol ou en toiture selon de la même manière vos besoins, donc des kits de 1 à 4 panneaux, ou si vous voulez faire une installation plus importante, et bien à ce moment-là, on vous met en contact directement avec SolarCop qui vous accompagne et qui voilà, prend le temps de venir faire une étude même directement chez vous et qui ensuite vous met en relation avec des installateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter vos coopératives si vous souhaitez vous lancer dans le projet. On est disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Et puis, on va quand même passer à l'étape question maintenant, puisqu'il y en a eu beaucoup tout au long du webinaire. J'espère que vous avez eu quelques réponses via l'équipe qui s'occupe de trier ces questions et de répondre. Donc, on va essayer de prendre le temps de répondre à quelques-unes. Donc j'en ai une première, Christophe. Elle a été posée par Thérèse qui nous demande est-ce qu'il y a un compteur unique pour l'autoconsommation et la fourniture ou est-ce qu'il y a 2 compteurs différents? Il n'y a qu'un seul compteur et chez le particulier, je crois que c'est le Linky. Donc en fait, ce compteur, il va compter vos consommations, donc vos consommations sur le réseau, donc en fait l'électricité qui transite de l'extérieur vers chez vous. Et ce même compteur, il a un deuxième compteur, en fait, si vous voulez, il y a un deuxième index qui va compter le surplus. Donc c'est le même matériel, c'est Linky. Et simplement, le Linky, habituellement, il compte un seul flux de consommation, donc le flux entrant. Là, il va également comptabiliser le flux sortant. Merci. J'ai une autre question. Peut-on envisager une autoconsommation si on a un contrat de production avec EDF en cours? Alors, il faudrait pour ça casser le contrat, ce qui serait un petit peu dommage. À ma connaissance, non, ce n'est pas possible. J'irais d'autant plus si vous avez un contrat ancien, où il y a une époque où les tarifs de vente d'électricité en fait, au réseau étaient très intéressants. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. Donc non, si vous avez un contrat avec EDF en cours, ce n'est pas possible, sauf à casser le contrat. Autre possibilité, si vous avez encore de la surface disponible, là, vous pouvez faire une deuxième installation, en autoconsommation cette fois-ci, et indépendante de votre premier contrat. Et là, pour le coup, c'est possible. D'accord, merci. Donc j'ai une nouvelle question. Pourrez-vous nous donner des informations sur les routeurs photovoltaïques de manière à augmenter le taux d'autoconsommation? Ouais, alors il faut voir ça comme des petits ordinateurs en fait. Donc c'est un équipement en plus qui souvent n'est pas proposé par les installateurs, donc qui ne sera pas proposé par défaut. Enfin, sinon c'est proposé si vous le demandez. C'est quelque chose qui va d'abord mesurer en permanence, en temps réel, la production solaire, la consommation sur le réseau et donc la consommation globale en fait de votre maison. Et en fonction de ces éléments-là, il va prendre des décisions en temps réel. La décision, ça peut être, moi je vous le dis pour l'avoir mis en place chez moi, la décision, ça peut être le chauffe-eau, tu ne le déclenches qu'en milieu de journée. Donc là, c'est soleil ou pas soleil. C'est une base un peu basique. C'est le chauffe-eau, tu ne le déclenches qu'en milieu de journée parce que c'est l'heure où il y a le plus de chances que ça fonctionne, que ce soit couvert par du photovoltaïque. J'aurais pu mettre un scénario en place de type c'est uniquement quand il y a du soleil que tu déclenches le chauffe-eau. Donc ça peut marcher. La limite, c'est que vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir de l'eau chaude le soir. Et j'ai déjà expérimenté ce scénario et je peux vous dire que ma femme et mon fils n'étaient pas très contents. Donc, il y a quand même des usages sur lesquels il faut être un peu vigilant sans réduire votre confort. Voilà. Merci. La question suivante, il y a déjà un peu répondu, mais peut-être tu peux nous confirmer sur le schéma de la maison que tu as présenté tout à l'heure, on voit un compteur Linky. Est-ce qu'il est obligatoire pour ce genre d'installation? Si d'autres personnes autour de la table ont la réponse, je suis preneur. Pour moi, à partir du moment où vous voulez comptabiliser le surplus, le compteur Linky est incontournable. Donc oui, je n'ai pas la réponse. Si vous voulez, imaginons que vous fassiez une toute petite installation chez vous
et que le surplus que vous n'ayez pas de surplus parce que vous consommez tout. Dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'il faille avoir un Linky, mais là pour le coup, je n'ai pas la réponse. Donc, 9 chances sur 10 d'avoir besoin d'avoir un Linky, mais pas forcément 10 chances sur 10. Merci. Ensuite, j'ai une question de Sabine qui demande, savez-vous s'il y a des aides de l'État pour ce genre de projet? Ouais, alors quelque part, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que la vente d'électricité à EDF, les 10 centimes d'euros le surplus, il faut voir ça comme une forme d'aide de l'État, en fait. Donc, quand vous faites une installation photovoltaïque par un installateur, hein, je le redis, hein, c'est quand même la condition pour avoir droit à ça, vous allez avoir une prime à l'autoconsommation, donc quelque chose, d'argent qui va vous être versé, en fait, au moment de la mise en service de l'installation. Et en plus de ça, vous allez vendre votre surplus à un tarif fixé. Ça, c'est l'aide de l'État, en fait, hein. C'est l'aide de l'État. Rien de plus, peut-être aller chercher du côté des aides régionales, avec quelques points de vigilance. C'est que il y a des lois en fait qui imposent un non-cumul d'aides en fait. Donc c'est un domaine où c'est pas facile de cumuler les aides. Euh, voilà. Donc les régions, il est possible qu'elles vous disent, nous on fait des aides, mais à condition que vous n'ayez pas l'aide d'État, quoi. D'accord, merci. Et moi, si je peux compléter, il me semble également que pour les petites installations de moins de 3 kilowatts crête, on ne paye pas d'impôt non plus. Ah, c'est possible. Et également que la TVA est à 10%. Donc ça, c'est pour après ça aide pas à se projeter dans les grosses installations, mais voilà. En tout cas, ça fait partie des aides qui existent. Ensuite, on a une question de Dorothée qui dit étant propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété de 28 entités, quels sont mes droits, possibilités d'installer des panneaux photovoltaïques? Alors, le promoteur des énergies renouvelables va vous dire, allez-y, allez voir la copro, faites mettre des panneaux solaires sur la toiture et mettez ça dans les communs en fait de l'immeuble. Et puis éventuellement, si l'énergie en trop, partagez-la vous entre voisins, un petit peu comme on a fait. Ça, c'est le côté enthousiaste. Bon, j'ai habité en copro. C'est pas simple en fait de faire passer ce type de projet auprès de la copro. Donc, si vous êtes très motivé, allez-y. Bon, c'est un investissement et comme tout investissement, il faut arriver à le faire passer auprès de la copro. Mais techniquement et réglementairement, il n'y a pas du tout de difficulté à mettre en place des panneaux solaires sur un immeuble. Bah, je dirais bien au contraire, il y a une forme de foisonnement des consommations qui fait que si l'un est là, mais l'autre n'est pas là, bah, du coup, l'un vient compenser l'autre. Donc allez-y, mais je précise quand même une chose, c'est que l'autoconsommation concerne un compteur, hein, donc là, on parle plutôt du compteur des communs sur la copro, et les autres compteurs peuvent en bénéficier par le biais du système de distribution entre voisins dont je vous ai parlé. D'accord, merci. J'ai ensuite une question de Frédéric qui nous dit la loi française permet d'installer plus de 3 kilowatts crête. Oui, bien sûr, j'en ai 6 sur mon toit. Alors, ensuite, j'ai Arnaud qui dit en cas de coupure de réseau, l'installation d'autoconsommation permet-elle une certaine autonomie ou a-t-elle besoin du réseau pour fonctionner? Et malheureusement, en fait, il y a une règle de sécurité. C'est que lorsque le réseau s'arrête, donc imaginez un blackout, peut-être pas un blackout, mais une panne réseau dans votre quartier, en fait, il y a une règle qui vient en fait des pompiers, quand ils interviennent, par exemple dans le cadre d'un incendie, ils demandent à ce que le réseau public soit coupé dans le coin. Et ils ne veulent pas, en fait, quand ils arrosent la maison, de risquer de se prendre des coups au jus. Donc, en fait, il y a une règle qui fait que l'installation doit s'arrêter de fonctionner lorsque il y a une panne sur le réseau. Il y a quand même une solution technique qui revient à îloter en fait votre maison électriquement, donc un petit peu comme un refuge de haute montagne, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est possible. On le voit rarement, mais c'est quelque chose qui est possible. Et dans ce cas-là, il faut envisager ça avec un système de stockage sur batterie.
D'accord. Donc, je pense que ça répond à la question suivante de Didier qui nous dit, en cas de coupure du réseau Enedis, quels équipements faut-il avoir sur l'installation PV pour permettre de continuer d'alimenter le tableau électrique par l'énergie photovoltaïque du toit? Donc, c'est bien Ouais. ça, c'est la batterie. Alors, j'ai pas complètement répondu. Je n'irai pas trop dans le détail, mais globalement, vous avez besoin de stockage d'énergie. Vous avez besoin de pilotage de manière à déstocker exactement la puissance de besoin. Et vous avez besoin d'un système d'îlotage. Donc ça, c'est quelque chose qui est à côté de votre tableau électrique ou de votre compteur, qui est un petit équipement qui permet en fait de passer en circuit fermé. D'accord. Et ensuite, on a Brigitte qui nous dit aussi, on parle de batterie, comment ça marche et comment calculer la capacité de batterie utile. Ah, c'est une bonne question. Ça dépend. Ça dépend, madame. Moi, le conseil que je vous donnerais, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des batteries sont quasiment proportionnels à leur taille, hein. Je caricature un peu, mais c'est plus vous prenez une batterie grosse, plus elle va coûter cher. Moi, je dirais, prenez au moins une journée de production solaire. Le minimum, je dirais ça. Prenez une journée de production solaire, donc une journée où vous n'êtes pas chez vous. Euh, vous prenez le nombre de jours maximum en fait d'absence quand je dis absence, c'est un jour où vous n'êtes pas voilà, vous n'avez pas vraiment de consommation. Et ça vous fait votre dimensionnement de batterie. C'est-à-dire, imaginons que vous produisiez 25 kWh dans la journée qui ne seront pas consommés. Bon, bah, il faut que votre batterie fasse au moins 25 kWh. Et s'il y a 2 jours de suite où ça ne sera pas consommé, vous multipliez par 2. Mais sauf que quand je vous parle de 25 ou 50 kWh, 50 kWh, on touche des tailles de batterie de voiture, donc c'est des grosses batteries. Et donc ça a son coût. Voilà. Donc vous risquez vite d'être freiné par le coût de la batterie, en fait, hein. Merci. On a également Denis qui nous dit est-ce qu'il y a une possibilité de revendre le surplus en ayant installé soi-même son installation sans passer par un artisan qualifié RGE? Euh, Alors, j'ai pas la connaissance à 100% du sujet, donc je peux pas vous répondre oui ou non avec certitude. J'ai pas la réponse. Une possibilité qu'on voit, c'est le partage d'électricité dont je vous ai parlé, mais des modèles où les gens vendent leur électricité aux voisins. Voilà, ça peut fonctionner. Ensuite, j'ai Bruno qui demande bonsoir et avec un tracker solaire, on produit encore plus de 70%. Au-delà, c'est ça, pour l'interrogation. Je suis pas sûr du 70%, mais ouais, moi j'avais en tête entre 50 et 70%. Donc pour les gens qui connaissent pas, le tracker solaire, c'est un peu comme un tournesol, vous voyez, c'est-à-dire que les panneaux, en fait, ils vont changer de position pour s'adapter en fait à la course du soleil. Donc ils vont être le plus souvent possible perpendiculaires au soleil, et donc c'est là qu'ils vont produire le plus. Donc c'est une super solution pour produire un maximum. C'est pas évident à mettre sur une toiture, donc c'est plutôt à mettre sur son terrain, quoi. Et puis, bah, il y a un surcoût d'installation et un risque de panne qui est également plus élevé parce que vous rajoutez de la mécanique. Ce qui explique pourquoi vous voyez assez peu d'installations avec des trackers solaires. On préfère avoir des installations stables, robustes, qui produiront un petit peu moins qu'avec un tracker solaire, mais au moins qui fonctionneront sans risque de panne ou en limitant le risque de panne. D'accord, merci Christophe. Je continue, hein, il y a beaucoup de questions. Il y a Olivier qui pose une question sur Autovo. Alors, je ne sais pas si tu vas savoir y répondre, mais du coup, Autovo propose un smart meter dans ses devis. Est-ce que cela correspond à ce que Christophe appelle un petit ordinateur pour déclencher le chauffe-eau, par exemple? C'est à eux qu'il faut poser la question. Euh, Il y a il y a plus d'une chance sur deux que ce ne soit pas la même chose. Euh, Smart meter, moi, ça me fait penser à de la mesure. Alors, le mot smart, on pourrait penser qu'il y a un côté pilotage, mais non, je dirais le point important, c'est
de vérifier que votre consommation globale de la maison est bien mesurée et bien remontée. Les courbes que vous avez vues là, que je vous ai montrées, c'est des courbes, en fait, il y a des installateurs qui ne proposent pas ça. Et donc, vous vous retrouvez avec votre courbe de production solaire, votre courbe de surplus, mais pas votre consommation globale de la maison. Et c'est vraiment un point de vigilance, je dirais, moi, quand vous faites votre devis, c'est de bien dire, moi, je veux trois choses, en fait. Je veux ma courbe de production, je veux ma courbe de consommation globale, et je veux ma courbe de production solaire et ma courbe de consommation sur le réseau public. Merci. Ensuite, il y a une question de Jean-Luc qui nous demande est-ce qu'on peut installer des panneaux solaires quand on est locataire ou faut-il obligatoirement être propriétaire de son logement? Alors, c'est peut-être le moment de sortir la slide sur laquelle j'ai zappé. On verra si je la sors. Si vous faites une installation sur votre toiture, vous êtes obligé d'obtenir une autorisation de la mairie. La mairie ne donnera une autorisation qu'aux propriétaires. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez besoin plus que de l'accord du propriétaire, je pense que vous avez besoin de lui faire formuler la demande ou alors obtenir un papier qui l'autorise. Si vous faites une installation au sol dans votre jardin, à partir du moment où elle est amovible et qu'elle ne dépasse pas une certaine hauteur, en fait, l'autorisation en mairie n'est pas obligatoire et dans ce cas-là, rien ne vous empêche de le faire sans l'accord de votre propriétaire. En revanche, je pense que vous n'arriverez pas à valoriser d'une manière quelconque le surplus. En tout cas, ce sera plus compliqué. Vous ne vendrez pas votre excité à EDF, par exemple. Puis en tant que locataire, je ne vois pas quel intérêt vous avez à signer un contrat de 20 ans, quoi. Merci. Ensuite, on a une question de Clara qui dit je suis aujourd'hui locataire. De même, est-ce possible d'avoir des panneaux mobiles qui pourront être réutilisés dans mon futur chez moi? Ouais, Oui. oui, c'est possible. Alors, Clara, je ne sais pas si être locataire dans un appartement ou dans un immeuble ou dans une maison. Le cas typique pour vous, ce serait quelques panneaux, un peu type le kit SolarCop au sol, où vous avez également un kit qui s'appelle Synology, qui permet une installation assez simple et surtout qui est amovible, c'est-à-dire que ben, le jour où vous déménagez, vous pouvez repartir avec. Donc, oui, c'est possible, mais plutôt pour une installation au sol, hein. En toiture, je vois, enfin, peut-être qu'il y en a qui ont des idées, mais sauf en toiture plate, sur des panneaux qui sont lestés, dans ce cas-là, vous pouvez retirer, mais dès que c'est fixé, ça paraît quand même délicat de repartir avec, quoi. Merci. Je vois en parallèle qu'il y a énormément de réponses. Il y a des questions et réponses qui arrivent également sur le chat. Donc n'hésitez pas, il y a des compléments à ce que Christophe nous dit. Notamment, j'ai vu passer sur le smart meter. Donc si voilà, si en tout cas vous arrivez à écouter et à lire en même temps ce qui se passe sur le chat, vous pouvez avoir également quelques compléments d'informations. Voilà. Bon, sinon, on a encore tout un tas de questions et il nous reste un peu plus de 10 minutes. Donc, si Christophe, ça te va, on continue? On continue. C'est bon? Allez. Donc, j'ai maintenant une question de Jean-François qui nous dit sur quel site internet trouve-t-on les coûts de rachat et de revente totale ou de surplus, etc. Moi, je vous conseille d'aller voir le site d'Espul, qui est une association qui est experte du sujet. C'est photovoltaïque.info. Alors, c'est quelque chose qui est plutôt pour les professionnels, mais vous allez certainement trouver votre bonheur. Photovoltaïque, comme le mot, .info. Il est très bien ce site pour avoir toutes ces informations-là. De mémoire, hein, c'est 10 centimes entre 3. Là aussi, dans le chat, peut-être qu'il y en a qui connaissent la réponse par cœur, hein. Je crois que c'est 10 centimes entre 3 et 9 kilos, et au-delà de 9 et jusqu'à 36, ça passe à 6 centimes. Mais bon, chez un particulier, il y en a quand même très peu qui mettront plus de 9 kilos. Et en dessous de 3, je ne sais pas. D'accord, merci. Donc, un site à retenir. Ensuite, on a Fabrice qui nous dit le rachat de surplus par EDF est apparemment sur bâtiment en respectant les critères généraux d'implantation. Cela fonctionnerait-il avec des panneaux installés au sol? Non, malheureusement. Peut-être un jour.
Enfin, là aussi, si quelqu'un de la partie me contredit, qu'il y aille, mais pour moi, si l'installation est au sol, vous ne pouvez pas vendre à EDF. Merci. Ensuite, on a une question de Jean-Marc qui nous dit, pour un particulier, existe-t-il une limite maximum de production? Oui. euh, ah, j'ai deux réponses, je suis pas sûr. En fait, pour moi, la limite de la taille de l'installation, c'est la limite de votre abonnement. C'est-à-dire que considérez que vous ne pouvez pas rejeter plus d'énergie que la puissance raccordée chez vous. Donc, si vous avez un abonnement à 9 kVA, comme on dit, 9 kilowatts, c'est à peu près l'équivalent, ça veut dire que vous ne pouvez pas rejeter plus de 9 kilowatts sur le réseau. 9 kilowatts, ça correspond à une installation d'à peu près 11 ou 12 kilowatts crête. Donc, il pensait en fait comme un tuyau d'eau avec l'eau qui passe dans les deux sens. Le débit dans un sens peut pas être supérieur, le débit maximal dans un sens peut pas être supérieur au débit maximal dans l'autre sens. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la quasi-totalité des maisons sont prévues pour supporter, je crois, 12 kVA de consommation. Et après, c'est vous qui choisissez si vous prenez un abonnement à 12, 9 ou 6 pour ceux qui sont en monophasé, mais là, ça devient un petit peu technique. Donc oui, il y a une limite. Demandez à votre installateur, hein, lui, il vous répondra. Hein. Merci. Ensuite, j'ai une question de Marilyn qui pose la question du recyclage et qui nous dit, compte tenu du besoin en matériaux pour les installations en PV, est-ce vraiment écologique d'en avoir pour des maisons individuelles par rapport à des installations sur des grandes surfaces comme sur les toitures des fermes? Qu'en est-il du recyclage? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs questions dans votre question, Marine. Je vais commencer par répondre sur la partie recyclage et ensuite sur la question de la taille d'installation. Le recyclage des panneaux a été un sujet non réglé au moment du gros boom des panneaux, en fait, c'est-à-dire au début des années 2000, où grosso modo, on favorisait la mise en place de panneaux photovoltaïques et le sujet du recyclage n'était pas vraiment adressé. Depuis, ça a largement changé. De tête, 95% d'un panneau photovoltaïque est recyclable. Comme toute histoire de recyclage, il y a un sujet de désassemblage en fait, des matériaux qui composent le panneau. Il n'y a pas de terres rares ou de métaux rares en fait, dans un panneau photovoltaïque ou vraiment une partie infinitésimale. Et depuis quelques années, nous avons un organisme qui s'appelle PV Cycle, qui est un organisme qui est en charge de collecter une forme d'écotaxe en fait, sur la vente des panneaux ou l'achat, enfin, en gros, lorsque le panneau est neuf. Et il se finance comme ça, et lui, il est en charge de faire le recyclage des panneaux. Donc, je sais qu'en France, ils ont une grosse usine pas loin d'Aix-en-Provence, justement, à Rousset. Et donc, vous voyez, ils sont financés par votre achat. Donc, quand vous achetez aujourd'hui une installation, vous payez en fait son recyclage pendant 20 ans. Et deuxième réponse à votre question sur la taille de l'installation, euh, je vais faire une autre demi-réponse, c'est que la question de la pollution, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Il faut savoir que le panneau solaire, enfin une installation a un bilan carbone, hein, puisque à partir du moment où fabriquer quelque chose de neuf, en fait, c'est un bilan carbone, c'est-à-dire que vous consommez, vous émettez du dioxyde de carbone pour l'extraction et la fabrication, et vous allez compenser ça en fait dans la durée de vie de l'installation par rapport au bilan carbone de l'électricité. En France, on a une électricité qui est assez peu carbonée, donc le retour carbone, il reste positif sur la durée, mais il met plus de temps que dans des pays comme, je sais pas, la Pologne, qui marche beaucoup à l'électricité au charbon, où là, clairement, mettre des panneaux tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant que l'électricité au charbon. Voilà, c'est ma réponse sur le côté impact écologique. Il veut dire plein de choses, quoi. Et puis, par rapport à la taille de l'installation, alors je dirais sur l'impact écologique en termes de bilan carbone de l'installation, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'en fait, 10 000 panneaux, c'est le bilan carbone de 10 000 panneaux, c'est le bilan carbone d'un panneau fois 10 000.
Il y a peut-être que quelques optimisations sur les structures, mais pas énormes. Et puis après, moi, j'aurais tendance à dire… Alors, le débat qu'il y a sur les installations au sol, c'est que ça peut, comment dire, c'est de l'usage en fait d'une surface qui pourrait être utilisée pour autre chose. Donc voilà, il y a toujours ce débat quand on fait une installation au sol. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non, oui, hein, mais voilà, il y a toujours ce débat autour d'installation au sol. Et vous avez parlé des fermes. Je ne sais pas si vous parliez des fermes solaires ou des fermes agricoles, mais dans les fermes agricoles, bah, vous avez effectivement des grandes toitures qui sont équipées également dans les collectivités, dans les entreprises. Mon avis sur la question, c'est, si je pouvais, moi je dirais, maximisons l'usage de surfaces déjà bâties, principalement des toitures, pourquoi pas des ombrières de parking. Et puis, si ça ne suffit pas, regardez en fait des zones on va dire, au sol, mais qui sont inutilisables pour autre chose. Voilà. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Et quand on parle d'autoconsommation, en général, vous allez vous centrer sur un endroit qui consomme. Donc, vous serez la plupart du temps en toiture ou en ombrière de parking ou au sol, mais à proximité immédiate du bâtiment, quoi. On ne t'entend plus. Pardon. On va prendre une dernière question et là, l'heure, elle tourne. Si on veut vous libérer à 20 h et respecter nos horaires, il faut qu'on termine. Donc, on prend une dernière. Donc, je les prends dans l'ordre, hein, je suis désolée. Nicolas qui nous demande quelle est la durée de vie des installations posées aujourd'hui. Y a-t-il des coûts d'entretien? Alors, la durée de Et on vie, peut même ajouter, si tu veux, quel est l'entretien pour les panneaux de lavage. ouais, Voilà. ok. Je vais répondre à cette question et après, je parlerai très rapidement quand même du planning d'un projet. Parce qu'on imagine qu'on signe le contrat, on a les panneaux la semaine d'après, ce n'est pas le cas. Donc, juste dans les 3-4 minutes qui nous restent, je vais essayer de répondre à ces deux sujets. Alors, la durée de vie des panneaux, de mémoire, un panneau, il est garanti 20 ans par son fournisseur. Donc, ça peut paraître étonnant en fait d'avoir des garanties aussi longues. Moi, je ne connais pas d'autres secteurs d'activité avec des garanties aussi longues, mais c'est une réalité. Alors, est-ce que garantie veut dire durée de vie? Ah ben, on en reparlera dans 20 ans, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on est sur la technologie qui est largement maîtrisée et il n'y a aucune raison de penser en fait que vos panneaux dureront moins de 20 ans. C'est l'avenir qui nous le dira, mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Les premiers panneaux construits il y a une quarantaine d'années, il y en a, la plupart fonctionnent encore aujourd'hui. Simplement, il y a une baisse de performance hein, qui est à peu près 1% par an. C'est comme ça, un panneau vieillit, donc il va produire tous les ans 1% de moins. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans, vous serez à 80% de sa production initiale, ce qui reste correct. Il y a un élément en fait principal à remplacer dans la vie de l'installation. En général, c'est l'onduleur ou les onduleurs. Alors chez les particuliers, je sais qu'on parle de micro-onduleurs. Souvent, autour d'une dizaine d'années, ils commencent à montrer des faiblesses, quoi. Donc, ça veut dire remplacer une fois l'onduleur ou les onduleurs, en fait, ça, il faut le prévoir. Alors, souvent, les installateurs ne vous le diront pas forcément, mais voilà, il faut le savoir dans la durée de vie. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Et en termes d'entretien, bah, il y a très peu de choses à faire. Si vous êtes un fan d'électricité, vous passez votre installation à la caméra thermique une fois de temps en temps. Donc ça permet de voir les points de chaleur pour éviter qu'il y ait enfin, pour éviter l'incendie, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui est très courant chez les professionnels, un peu moins chez les particuliers. Et en général, on ne détecte pas de point de chaleur. C'est plus un point de vérification en fait, de sécurité. Et au niveau nettoyage des panneaux, bah, le premier conseil, c'est mettez des panneaux inclinés. Comme ça, la pluie va faire son boulot et elle va nettoyer naturellement les panneaux. Et à la limite, un coup de jet d'eau un peu intense une fois de temps en temps, une fois par an, vous savez, entre le printemps et l'été, après le pollen et avant les grosses productions, c'est bien. Et je vois qu'il nous reste plus que 2 minutes. Juste je vous montrerai pas la slide parce que je vais perdre du temps en fait à partager mon écran. Partez du principe que entre le moment où vous signez votre contrat et le moment où vous avez votre installation qui est terminée, il va se passer plusieurs mois. Pourquoi plusieurs mois? Parce que vous avez d'abord, en fait, si c'est en toiture,
un petit mois pour monter le dossier pour la mairie, un mois pour obtenir son accord et 2 mois d'affichage. Vous savez, c'est comme les permis de construire. Les voisins ont le droit de savoir et ont le droit de s'opposer. Donc, à vous de choisir si vous y allez avec ce délai d'affichage ou pas. Ensuite, l'installateur, lui, sa mission, il l'a fait rapidement, hein. C'est quelques jours, voire quelques semaines. Et puis ensuite, il va y avoir un temps d'attente avant le passage du Consuel qui, lui, certifie la conformité électrique de votre installation, puis le raccordement Enedis, puis l'activation du contrat avec EDF pour la vente de surplus. Voilà. Mais à la limite, je ne sais pas si on pourra partager dans un second temps cette slide, mais elle est dans le support qu'on a passé. Merci. On va s'arrêter là. Il y a eu de nombreuses questions, j'imagine il y a eu beaucoup d'éléments et il y a certainement aussi beaucoup de frustration puisqu'il y a vraiment eu énormément de questions. Mais bien sûr, le webinaire sera disponible en replay et puis on aura la possibilité d'échanger encore sur le village, la plateforme du village. La plateforme des sociétaires, pardon. Donc n'hésitez pas à continuer les discussions. On est disponible pour ça. Un grand merci Christophe pour la richesse de ton intervention et de ton expérience. Et puis merci également à toute l'équipe qui était en arrière-boutique pour traiter les questions. Un grand merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On a été plus de 800 personnes au moment fort du webinaire. Donc, c'est quand même une première où on est si nombreux, donc on est très heureux. Donc là, c'était le deuxième webinaire d'une série de webinaires qu'on propose dans le cadre du réseau de vie coopérative. Les prochains rendez-vous sont le 13 décembre, donc à 19h également, autour du solaire au sol. On a un rendez-vous également le 19 janvier à 19h aussi sur le scénario Négawatt. Explorons ensemble le pilier sobriété énergétique. Et le dernier webinaire qui aura lieu le 9 février à 12h30 cette fois. Et ça sera sur le thème Tout savoir ou presque sur Enercop. Si je peux me Donc permettre là, j'ai lancé. une dernière petite intervention juste avant qu'on clôture. La sobriété, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est presque la première chose en fait avant de produire votre propre électricité, c'est connaître vos consommations, trouver un moyen de les réduire et ensuite essayer de couvrir une partie de vos consommations par du solaire photovoltaïque, mais pensez d'abord consommation. Merci, c'est une belle conclusion. J'ai lancé un petit questionnaire là de satisfaction, donc prenez un petit temps pour y répondre. Et puis donc rendez-vous sur le village et également n'hésitez pas à contacter vos coopératives. Il y avait quand même beaucoup de questions également qui étaient très personnelles sur vos installations, sur vos équipements, etc. On est vraiment disponible pour y répondre, donc n'hésitez pas à joindre vos coopératives et puis à échanger sur le village également. Ce qui peut être intéressant sur le village, c'est de partager vos retours d'expérience et vos connaissances. Voilà, c'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas également à poster un article si vous en avez l'envie. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Au revoir. Au Et revoir. au revoir Christophe, à bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Je vais attendre encore 2 minutes pour clore le sondage parce que je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui répondent. Réponds encore. Allez, ça y est, je vais l'arrêter. Merci tout le monde et puis une très bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.